Un style pop à l'indépendant, mais à votre écoute. Via le compte Instagram @footballtotalbordeauxfm. On est ensemble jusqu'à 20h pour parler de toute l'actualité du football avec les 4 fantastiques, Fabien, Jordan, Johan, Rémi. Bonsoir messieurs. Bonsoir Vincent. Bonsoir Vincent. Au sommaire ce soir, coup de tonnerre à Marseille, Jacques-Henri Hérault s'en va, Jorge Sampaoli arrive, l'OM vers une nouvelle ère. Les dernières informations dans un instant. En Espagne, Barcelone s'est brillamment imposé à Séville et se rapproche de l'Atlético dans la course au titre. En Italie, le Milan AC s'est sorti du piège tendu par la Roma. Les rossoneri sont lancés à la poursuite de l'Inter Milan. En Angleterre, on s'intéressera à Chelsea qui a tenu en échec Manchester United. Les Blues sont invaincus depuis l'arrivée de Thomas Tuchel. Est-ce un bon signe pour Chelsea ? On se posera la question. Et vous retrouverez vos rubriques habituelles, l'actu en bref avec les résultats du week-end, le quiz de Jordan et les pronostics de l'équipe. Vous le voyez, le programme est chargé. Alors c'est parti pour Football Total. On va commencer avec ce coup de tonnerre qui a résonné vendredi soir à Marseille. La nouvelle a fait l'effet d'une bombe. Comme attendu, Jorge Sampaoli est le nouvel entraîneur de l'Olympique de Marseille et ce jusqu'en juin 2023. Mais surtout, Jacques-Henri Hérault n'est plus le président de l'OM. Il est remplacé par l'Espagnol Pablo Longoria, 34 ans jusqu'alors directeur sportif du club. Hérault fait toujours partie du club. Il siégera désormais au conseil de surveillance. Autre fait, Franck McCourt est arrivé aujourd'hui à Marseille pour s'entretenir avec les élus locaux et les groupes de supporters. Je voudrais avoir la réaction de Fabien en premier, supporter marseillais, je le rappelle. Comment tu as accueilli cette nouvelle, toi ? Pour l'instant, très bien, parce que à un moment donné, il faut faire du tri là-dedans. Et puis Hérault, moi, j'aurais peut-être pas gardé non plus dans l'effectif au sein du groupe marseillais. Il aurait peut-être pu sortir tout court, mais bon, le remplacer, c'est déjà une bonne chose. Et puis l'arrivée de Sampaoli, faut voir ce que ça donne. Mitigé peut-être. Ouais, pour Hérault, il faut voir aussi surtout est-ce qu'il aura encore un impact sur les décisions. Est-ce que c'est pas juste une décision pour satisfaire les supporters marseillais parce que voilà, maintenant tout le monde en avait marre. Il fallait faire quelque chose à propos d'Hérault. Est-ce qu'il va avoir toujours ce poids dans les décisions ? Moi, j'espère que non pour Marseille. C'est plutôt bien pour d'avoir mis Longoria à ce poste parce qu'il a l'air de faire du bon travail. Après sur l'arrivée de Sampaoli, moi je suis curieux de savoir comment ça va se passer parce qu'en termes de jeu, Sampaoli c'est un coach, on sait qu'il a toujours eu des équipes assez joueuses, donc je suis curieux de voir ce qu'il peut faire avec l'Olympique de Marseille. Moi mon gros souvenir de Sampaoli, je sais pas vous, c'était à la Copa América avec le Chili où il a réussi à faire des choses hyper intéressantes avec cette équipe du Chili. On sait, on le présente un peu comme un disciple de Bielsa, etc. Donc on s'attend quand même à voir du jeu. Moi, je suis curieux de voir ce qu'il va faire. Je pense que c'est une bonne nouvelle pour l'Olympique de Marseille. Après, il y a des questions qui peuvent se poser sur la durée du projet et sur l'implication de Sampaoli sur la durée, parce que là, on sait qu'il va finir la saison et qu'il va sûrement faire celle d'après. Mais je suis curieux de voir ce qui va se passer. C'est un peu mieux là du côté de Marseille. Il y a quand même un peu plus de sourire, je pense, avec cette décision. Donc c'est plutôt positif. Et puis surtout là sur la fin de saison en championnat, ils peuvent quand même aller chercher peut-être une place européenne, on ne sait jamais, donc à voir, ça peut être pas mal. Ouais. Ils sont à 2 points de Metz avec un match de retard. Un match contre Rennes. Pour revenir sur Sampaoli, c'est pas pour le défoncer dès le début, mais moi je me rappelle aussi de la dernière Coupe du Monde où il est sélectionneur de l'Argentine, où on le prend un peu en fait pour le sélectionneur adjoint de Messi. On va pas se mentir. C'est vrai que c'était un peu ça. Ouais. C'est vrai que c'était un peu ça. Moi je retiens pas ça de Sampaoli parce que comme tu l'as dit. En Argentine, il y a Messi et c'est un peu lui qui prend les décisions. Je me souviens d'une image pendant la Coupe du Monde où Sampaoli avait consulté Messi pour savoir quel changement il fallait faire pendant le match. Donc en Argentine, on sait que c'est différent, mais je me souviens aussi de lui à Séville. Il avait fait des choses intéressantes aussi. Je me souviens d'une élimination en Ligue des Champions contre Leicester. Donc à voir, on sait que c'est un coach joueur. Après, il a aussi des défauts. Faut voir ce qu'il peut aussi faire avec cet effectif marseillais. On sait qu'aussi pendant les recrutements, Sampaoli il est quand même assez demandeur. Il y a souvent eu des gros recrutements avec les équipes qu'il a eues, notamment à Séville. Donc est-ce que si ça va pas bloquer avec les dirigeants, etc. Bon, c'est des questions, on a encore le temps de voir. Mais je pense quand même que c'est bien. C'est bien pour Marseille, je pense. En tant que personne, en tant que coach, je pense que Sampaoli s'inscrit parfaitement dans l'ADN de Marseille. Oui, c'est vrai, il y a ça aussi. En termes d'ambiance, en termes de ferveur. Après, je pense que c'est une bonne chose de l'avoir pris maintenant. Il va faire ce qu'il peut pour accrocher l'Europe. En tout cas, il sera là et pour la prépa
et pour la saison prochaine. Et il me tarde de voir ce que ça va donner début de saison prochaine. Pardon. Rémi. Ouais, tout à fait, il va pouvoir faire ça. Et ce qui est sympa, c'est qu'il va pouvoir justement tenter des choses avec le peu de matchs qui va lui rester jusqu'à la fin de la saison, pour justement surtout aussi préparer la saison prochaine, avec, en espérant pour eux, en tout cas, pour accrocher une place européenne, qui est largement faisable à mon avis, après avoir les résultats à venir. On va revenir sur la décision qui, je pense, vient de Franck McCourt, d'écarter Jacques-Henri Hérault. C'était aussi pour contenter les supporters. Bien sûr. C'est pour calmer les choses. Après, comme dit Johan, il reste toujours dans le club. Il faut voir si, comme dit Johan, il aura toujours main mise sur quelques éditions, tout ça. Et si c'est pas plus pour nous faire plaisir à nous en tant que supporters, pour essayer de nous faire taire, entre guillemets, voir sur le long terme si je sais plus. Même si on ne sait pas encore l'impact qu'aura Hérault sur les décisions, au moins on peut saluer le fait qu'il fallait faire quelque chose et qu'il y a quelque chose qui a été fait. C'est-à-dire que voilà, McCourt, il a pas attendu et il a pas, voilà, le climat, ça devenait quand même assez compliqué entre les supporters et la direction. Il a pas laissé couler, il a quand même pris une décision, même si on peut la remettre en question sur la durée. Il a quand même fait quelque chose et voilà, c'est plutôt bien, je pense, que Hérault ne soit plus président de l'Olympique de Marseille officiellement. Et je pense que les supporters s'en contenteront pour l'instant. Après, en toute honnêteté, je pense pas que ce soit le cas Hérault le problème. C'est juste la direction dans laquelle va le club, l'axe avec lequel ils veulent avancer. Et les supporters, je pense, veulent plus un axe plus footballistique plutôt que business. Après, c'est peut-être pas Hérault le problème. Hein. Si Longoria fait la même chose, les supporters voudront le départ de Longoria, etc. C'est un nouveau projet qu'il faut entamer. Là. La différence entre Hérault et Longoria, c'est que Hérault a géré ça comme une entreprise. Longoria, il a déjà un passé de recruteur, de responsable du recrutement, de directeur sportif. Donc effectivement, Longoria, ça va plus parler foot que Hérault. Ah oui, c'est peut-être plus le profil adapté au club de Marseille, ça c'est sûr. C'est pour ça que je disais que c'était intéressant que Longoria soit promu à ce poste, même s'il est quand même assez jeune, hein, parce qu'un président à cet âge-là, quand même, c'est plutôt rare. Mais il est plus jeune que Mandanda. Ouais, voilà, c'est ça. C'est qu'il a quand même fait un super boulot sur le recrutement. Bon, voilà, on attend quand même de voir ce que ça va donner, mais c'est lui notamment qui ramène Milik. Donc à voir en tant que président, mais je pense que voilà, il y a quand même du mieux, et il y a quand même de quoi sourire un peu du côté de Marseille là, avec ces décisions. Alors, tant qu'on parle de Marseille, on va parler évidemment du match d'hier soir entre l'Olympique de Marseille et l'Olympique Lyonnais, match nul, 1 but partout. Un match où il y a eu beaucoup d'intensité, mais où c'était très pauvre techniquement. Jusqu'à l'entrée de Ryan Cherki. C'est à peu près le seul fait marquant du match, mis à part le début de match. C'est lui qui a un peu redynamisé le match. Pardon. Après, voilà, Lyon a très bien commencé le match, a marqué le premier but et n'est pas allé chercher le break, n'est pas allé chercher le deuxième but pour se mettre à l'abri. Après, ils encaissent un penalty, carton jaune. Ensuite, c'est Paqueta. C'est Paqueta, ouais, qui prend 2 jaunes. Le deuxième, beaucoup plus logique, qui pourrait amener directement à un rouge. Mais bon, je pense que Lyon a mal géré son match et aurait pu facilement repartir avec les 3 points. En fait, Lyon, je dirais pas arrêter de jouer, mais a fait 20 bonnes premières minutes. Et en fait, jusqu'au but de Karl Toko Ekambi, après, plus rien. On peut presque dire qu'ils sont arrêtés de jouer quand même, parce que moi, honnêtement, quand je me mets devant le match, que je vois l'entame de l'Olympique Lyonnais, honnêtement, je me dis que va pas y avoir de débat, que ça va être Lyon qui va l'emporter largement. Et ça aurait été quelque part un peu logique au niveau de la forme des deux équipes et les effectifs. Mais voilà, Lyon a fait un super premier quart d'heure. Il y avait de l'envie, de l'intensité, des mouvements, un beau but, etc. Et puis, une fois qu'ils ont marqué, ils ont commencé à reculer. Ils ont commencé à laisser un peu de place à l'OM. Après, Marseille n'a pas fait non plus un grand match. Il y avait des ingrédients sympas. Voilà, il y a Milik qui marque son deuxième but. C'est bien pour la confiance. Les décisions arbitrales ont été quand même assez déterminantes dans l'issue du match. Après, voilà, est-ce que c'est vraiment intéressant de revenir là-dessus ou pas ? Moi, je ne sais pas. Je préférerais pas commenter les décisions arbitrales parce que c'est toujours la même chose avec main, pas main. Voilà, au bout d'un moment, on peut contester tout ce qu'on veut. Il y a une décision qui a été prise. Voilà, il y a des règles. Est-ce qu'elles sont appliquées, mal appliquées ? Ça, j'en sais rien. Mais je préfère quand même parler du match de Lyon. Comme disait Jordan, moi, j'étais un peu déçu de leur prestation parce que on sait qu'ils jouent quand même le titre. Il y a quand même une ambition assez importante sur la fin de saison là.
Et c'est dans ces matchs-là où justement il faut réussir à montrer de l'envie et écraser l'adversaire de A à Z, quoi. Là, ils ont été trop gentils. Ils s'en sortent avec un match nul. Bon, voilà, ça reste pas non plus un résultat catastrophique. Ils sont toujours dans la course, mais il y avait clairement moyen de faire mieux. Et du point de vue du jeu, une statistique qui me paraît quand même assez intéressante, en nombre de tirs. 12 tirs marseillais, 11 tirs lyonnais. Bon, jusque-là, rien de très alarmant. Nombre de tirs cadrés, 2 pour Marseille, 1 pour Lyon. Ah, c'était un match assez pauvre, hein. Quand on voit le début de match, on peut se dire que ça va être un beau match, que Lyon va emballer tout ça. Et au final, on est tombé dans un match avec, comme tu l'as dit, beaucoup d'intensité, mais un niveau technique pas Très moyen. digne d'un choc de Ligue 1 quand même, parce que voilà, comme on en parle souvent du match du dimanche soir dans l'émission, OM-OL, c'est aussi un choc majeur de notre championnat. Et ouais, c'est vrai que bon, c'était pas un bon match, quoi. Donc voilà, ce match nul, un but partout entre Marseille et Lyon. Lyon qui pointe à la 3e place du classement, à 1 point du Paris Saint-Germain et à 3 de Lille. Marseille pointe à la 7e place du classement avec un match de moins, à 2 points de Metz 5e et de Lens 6e. On va partir en Espagne où le FC Barcelone s'est imposé samedi après-midi 2-0 face à Séville. La question que j'ai envie de vous poser, c'est Barcelone se relance-t-il dans la course au titre ? Moi, je pense que oui. Moi, Je pense qu'à travers le match aller contre le Paris Saint-Germain, ils vont bien sûr essayer de faire la remontada, mais si jamais elle n'arrive pas, ils pourront vraiment se focaliser uniquement sur le championnat et sur la coupe. Et à l'image de joueurs comme Griezmann, De Jong ou Dembélé qui prennent un peu plus leurs responsabilités qu'en début de saison, je pense qu'ils ont les moyens d'aller chercher l'Atlético. Surtout que l'Atlético sont sur une pente descendante, là, hein. Ils ont perdu la semaine dernière contre Chelsea, 1-0, où ils font un match En Ligue des Champions, ouais. où ils font que défendre pendant 90 minutes et la défaite, ils l'ont cherché. Après, je pense Clairement. qu'il faut faire une différence entre l'Atlético qu'on a vu contre Chelsea et l'Atlético qu'on a vu depuis le début de saison. Oui, D'accord. c'est sûr. C'est-à-dire que là, Simone a eu un peu peur et a un peu tactiquement fait jouer l'Atlético comme il jouait ces dernières années. Alors que pourtant, le début de saison montrait un visage tout différent, Clairement, ouais. bien différent. Donc, j'ai pas trop compris. Il Alors s'est là- réfugié derrière ses principes. Voilà, il savait que ça a marché. Il y a eu un Atlético qui a gagné beaucoup de choses et qui a réussi à aller loin avec des champions avec cette méthode. Et là, cette année, il avait montré un peu un Atlético plus joueur en Liga et il n'a pas osé y aller contre Chelsea. Donc, ouais, c'était vraiment dommage. Alors, on s'écarte là un peu. Je voudrais revenir sur Barcelone. Barcelone qui a aligné un système inédit. Ronald Koeman qui a aligné un système assez inédit. Un 3-5-2 avec Ousmane Dembélé et Lionel Messi titulaires devant. Et manifestement, ça a pas mal marché. C'est bien joué. Au niveau milieu de terrain, ça coulissait bien. Les deux pistons sur les côtés, Alba et Dest qui ont très bien joué. Défense à 3, très bien. Enfin, il n'y a pas eu d'erreur, il n'y a pas eu de... Comme face à Paris, quoi. Il n'y a pas eu de soucis. Et puis l'attaque Dembélé-Messi, qui a une entente pour l'instant assez bien, à voir si ça va se prolonger sur le reste de la saison, sur la fin de la saison. Après, ouais, pour revenir sur les chances de gagner le titre, je pense qu'ils sont encore dans le coup. Là, ils ont 5 points de retard sur l'Atlético avec un match en plus. C'est encore possible, hein, ils sont encore dans la course. Après, il va pas falloir faire de faux pas non plus parce qu'il y a quand même le Real qui est aussi là, qui joue ce soir, je crois. Ouais. Contre la Real Sociedad. Voilà, donc le Real va être aussi présent. Donc on a peut-être une belle course à 3 sur la fin de saison qui peut arriver là. L'Atlético a quand même un mini matelas. Voilà, ils ont gagné le dernier match. Ils ont quand même un mini matelas de quelques points d'avance. S'ils font pas de faux pas, ils peuvent le faire. Mais ouais, ça peut être vraiment intéressant, je pense, sur la fin de saison de ce championnat. Un mot sur Séville, qui n'était clairement pas un grand Séville Non, samedi. du tout. Non, c'est un peu moins bien. On en parlait avant l'émission que c'est vrai que Séville, depuis la défaite contre Dortmund en Ligue des Champions, c'est un peu moins bien. Après, est-ce qu'on en attend vraiment plus de cette équipe-là? Moi, je trouve qu'ils font quand même une bonne saison. Ils sont 4e en Liga. Avec l'effectif qu'ils ont, c'est sûr qu'ils font une très bonne Ils saison. sont en phase finale de Ligue des Champions malgré tout. Il y a eu, moi, je m'interroge un peu sur le recrutement de Papou Gomez parce que je l'ai vu arriver à Séville. Je me suis dit quand même sacré pioche. Ils l'ont eu pour 10 millions d'euros, je crois. Ouais, rien du tout. Donc vraiment, en plus, super joueur, etc. On l'a vu à l'Atalanta. Et sur les quelques matchs que j'ai vus de Séville depuis qu'il est arrivé, j'ai trouvé un peu en dedans. Peut-être c'est un problème d'adaptation, je sais pas, un problème de positionnement aussi. Je l'ai vu beaucoup à gauche, côté gauche, alors qu'à l'Atalanta, il était plus dans l'axe. Donc à voir ce que ça donne. Après, bon, Séville a quand même une belle équipe malgré tout. Ils font quand même une belle saison. Il y a des bons jeunes. Donc voilà, je pense qu'ils sont à leur place.
Et là, c'est pour revenir sur ce que tu disais sur Gomez, là c'est Luc de Jong qui était titulaire samedi contre le Barça dans l'axe. On va partir en Italie. En Italie, où hier soir, c'était le sommet de la 24e journée de Serie A entre l'AS Roma et le Milan AC. Le Milan AC qui s'est imposé 2-1 face à la Roma. Milan peut-il aller chercher l'Inter? Milan qui, je le rappelle, est à 4 points de l'Inter au classement. Vu l'état de forme de l'Inter, ça me paraît compliqué, mais pas impossible. Après, voilà, Milan a quand même les forces pour atteindre le titre. Mais vu dans la cadence où est l'Inter en ce moment, je les vois mal à l'heure actuelle faire autant de faux pas pour laisser le titre passer. C'est là où c'est dommage pour eux. C'est vrai que l'Inter est quand même très très impressionnant là. Ils sont revenus sur une forme incroyable avec un Lukaku toujours aussi fort. Ce qui est dommage pour le Milan, c'est qu'il y avait un Milan-Inter il y a peu là et qu'ils ont laissé passer quand même une belle occasion de remettre un peu les débats à égalité. Hier, pour autant, le match contre la Roma, le Milan était très intéressant. Il y a une victoire logique. Ça aurait pu faire beaucoup plus de buts, notamment en première mi-temps où ils ont eu 2 ou 3 buts refusés, ils ont touché la barre. Je trouve que dans l'ensemble, ils ont quand même dominé la Roma, qui est quand même une belle équipe cette saison, bien que quand même un peu irrégulière. Mais c'était un bon match du Milan, j'ai trouvé. Il y avait aussi 2 Français qui étaient intéressants à regarder. Du côté du Milan, Théo Hernandez, qui est super intéressant cette saison, et côté de la Roma, Jordan Verretou. Donc en espérant que notre cher sélectionneur ait eu des yeux sur ce match, parce que c'est quand même 2 joueurs qui font des saisons très intéressantes. Verretou, buteur hier soir. Oui, magnifique but. encore buteur, et il marque contre tous les tops du championnat. Il fait une super saison à la Roma. Il a 10 buts, 10 passes D cette saison. Ça. Et Ouais. c'est le premier milieu en fait à faire ça Depuis depuis 2 ans, je crois, où il y avait Houdin, il y avait Thauvin, qui était encore considéré comme un milieu. Et j'ai plus le nom du troisième, mais c'est quand même assez rare qu'un Français fasse ça dans les 5 grands championnats. Ouais, et puis vu la forme des milieux de terrain de l'équipe de France cette saison, je pense que ce serait une erreur de pas regarder ce que fait ce garçon, parce que c'est super intéressant. Bon, après, voilà, pour revenir sur le Milan AC, ils font quand même une super saison. On les attendait pas à ce niveau-là, hein. Ils ont été leaders à une bonne partie de la saison en Serie A. Moi, je pense qu'ils peuvent encore aller chercher l'Inter, mais ça va être très compliqué comme disait Rémi, parce que l'Inter, c'est vraiment très, très, très solide. Sachant qu'en plus, ils se sont fait sortir en poule de LDC, donc ils n'ont plus rien à jouer. Le Milan va devoir jouer en Europa contre United, un match de phase finale. Donc ça peut jouer aussi, mais si l'Inter est toujours aussi fort, regarde la même dynamique, ça va être très, très compliqué. Jordan? Tout est dit. On va continuer ce tour d'Europe. On va partir en Angleterre où hier Chelsea et Manchester United s'affrontaient à Stamford Bridge. Match nul 0-0. On va d'abord s'intéresser à Chelsea. Chelsea invaincu depuis l'arrivée de Thomas Tuchel chez les Blues. Chelsea peut-il se redresser encore et accrocher le podium? Je pense que oui, mais après, ça va dépendre des joueurs et de leur envie. Parce que certes, ils sont toujours invaincus, mais combien de victoires sur... parce que je pense que c'est beaucoup de matchs nuls sur ces débuts. Oui, il doit y avoir, je crois, 4 matchs nuls ou Ouais, c'est quelque ça. chose comme ça en 7 Ça fait matchs. beaucoup de matchs nuls, et puis niveau offensif, ils sont pas ouf, quoi. On parle d'un Giroud qui revient un peu, mais vu le match qu'il fait contre Manchester United, c'est pas le plus grand des matchs. Et il faut vraiment que leurs attaquants se réveillent, que ce soit Werner, Giroud, Ziyech, Mount, vraiment que ça bouge à ce niveau-là, s'ils veulent, je pense, accrocher le podium à la fin de la saison. Alors Chelsea qui est pour l'instant 5e, à 5 points de Leicester qui est 3e. Chelsea, finalement, on se posait la question à l'arrivée de Thomas Tuchel, on se l'est posé ici même à son arrivée. Est-ce que Thomas Tuchel est l'homme de la situation pour l'instant? Pour l'instant, on ne peut que constater qu'il n'a toujours pas trouvé la bonne formule avec Chelsea. C'est-à-dire qu'il change souvent de charnière, il change souvent d'attaque, de ligne d'attaque. Donc là, en plus, ils sont encore en bonne position pour continuer les phases finales de Ligue des Champions. Donc j'attends d'eux qui trouvent vraiment une bonne formule et qui s'y tiennent jusqu'à la fin de la saison. Et si ce n'est pas le cas, ce sera la saison prochaine. Moi, je trouve qu'avec l'arrivée de Tourelle, ils ont quand même retrouvé un peu plus de stabilité.
J'avais dit notamment quand on avait parlé de son arrivée qu'on allait juger en Ligue des Champions et voir un peu ce que ça allait donner sur un gros match contre l'Atlético. Bon, voilà, on en a déjà parlé avant, mais le fait que Simeone ait totalement refusé de jouer a grandement aidé Chelsea, mais il ne faut pas non plus minimiser leur performance du côté de ce match-là, parce qu'ils ont quand même fait un bon match. Ils s'en sortent avec un super but de Giroud, mais je trouve qu'il y a eu quand même un match intéressant, que Chelsea n'a pas, voilà, a pas eu peur de tenter. Sur la première ligue, quand on voit la bataille en fait pour cette troisième place, voire même pour la deuxième place, parce que United n'est pas non plus dans une forme incroyable. Il y a Leicester, il y a West Ham, il y a Liverpool. Ça fait beaucoup de concurrence. Moi, je pense qu'ils sont capables de le faire, sachant que Leicester non plus est pas hyper bien. Chelsea a quand même les armes pour réussir à aller accrocher un podium. Après, j'ai toujours du mal avec cette équipe, moi, parce que voilà, on en a déjà parlé, mais ça empile les talents offensifs et on n'a pas l'impression qu'il y a un vrai collectif qui se dégage, même avec l'arrivée de Tuchel. Ça a apporté un peu de changement, un peu de stabilité. Il a changé des choses. Il a notamment instauré un dispositif à 3 derrière. Mais j'arrive pas à vraiment ressentir quelque chose pour cette équipe quand je la vois jouer. J'ai pas l'impression d'une équipe vraiment bien huilée qui peut vraiment réussir à dominer ses matchs. Je les sens toujours un peu sur un fil. C'est souvent des individualités qui font la différence parce qu'ils les ont. Ils ont des bons jeunes, notamment Hudson-Odoi, moi que je trouve vraiment super intéressant, qui progresse de match en match. Je le trouve vraiment pas mal. Est-ce qu'ils vont approcher le podium? Après, voilà, les questions comme ça, on sait que c'est toujours compliqué, hein, on n'est pas des voyants, mais moi je pense que c'est quand même possible. Et puis s'ils arrivent à accrocher un podium ou même une place européenne à la fin de saison, ça restera une bonne saison pour eux. Mais il faut quand même en attendre un peu mieux, je pense, de Tuchel, notamment sur la saison prochaine. Mais il y a aussi, en dehors de Chelsea, il y a aussi des équipes surprises qui s'invitent dans les premiers rôles de ce notamment West championnat. Ham, Il y a ouais. Leicester, il y a West Ham, On les voyait pas qui du sont tout à ce 3e et niveau-là, 4e. ouais. Bah, Leicester là, vient de perdre contre Arsenal le week-end dernier. Ils sont pas en grande forme du tout. Ils se sont fait éliminer en Europa League un peu à la surprise générale. C'est pour ça, moi je pense que Chelsea peut le faire. Après, il y a Liverpool aussi, hein, ils sont dans leur saison un peu cata, mais ils vont quand même être là. Il faut compter sur eux sur la fin de saison. Mais c'est vrai que le suspense de la première ligue, là, il a été quand même rapidement enterré pour le titre par City. Ouais. Et du coup, ce qui fait que là, on se retrouve avec un petit wagon d'équipes qui vont se disputer les places derrière. Donc c'est intéressant. Mais je pense que Chelsea a une carte à jouer. Ouais. Bah même on va dire jusqu'à Aston Villa, hein, qui est 9e avec 39 points, mais qui a deux matchs en retard. Ouais. C'est-à-dire qu'en gagnant leurs 2 matchs en retard, Aston Villa se retrouverait à hauteur de West Ham, donc à la 4e place. Donc c'est vraiment intéressant le suspense qu'on a en Première Ligue. Un mot sur Manchester United, 2e, qui pour l'instant domine ce wagon, comme tu le décrivais tout à l'heure. Manchester United qui n'a pas fait un grand match hier. Non, du tout, que ce soit offensivement. Ça a été très pauvre, hein. Bruno Fernandes qui est moyen, qui perd beaucoup de ballons au milieu de terrain. Il est très bon, hein. C'est un très bon milieu de terrain, c'est un très bon meneur de jeu. Mais au moment de faire la dernière passe, si c'est pour balancer le ballon devant et perdre le ballon, c'est pas la peine. Bah, heureusement qu'il est là quand même. Oui, Bruno heureusement qu'il est là, Fernandes, mais parce le que match c'est quand qu'il même fait poussif, Manchester. Justement, ce que j'allais dire, moi, c'est cette que année. ce qui est dommage d'un côté, c'est que ce United dépend beaucoup trop de la performance de Bruno Fernandes Ouais, c'est ça. pour gagner des matchs. C'est-à-dire que quand il est bon, c'est un joueur exceptionnel. Vraiment, il tire l'équipe, hein, cette saison. Il fait une saison Ouais, il fait incroyable. une saison monstrueuse, Quand hein. il est, voilà, mais United dépend beaucoup trop de lui. C'est-à-dire que quand il a des coups de moins bien, parce que voilà, ça arrive, hein, c'est pas Messi, c'est pas Ronaldo, bah, ça devient plus compliqué. Et de façon plus générale, les chocs de Première Ligue cette année, je sais pas vous, ça a quand même beaucoup se de regarde, fois donné des 0-0. matchs très décevants quand même, hein. Hormis peut-être les Liverpool City où on a eu des choses, voilà, sur des erreurs individuelles qui ont quand même débloqué les matchs. Mais les chocs de Première Ligue cette année, vraiment, c'est pas ça, hein. On s'ennuie quand même pas mal, hein. Alors que d'habitude, c'est du 3, 4, 5 buts par Ouais, match. souvent on avait des sommets. Je me souviens à une époque, bon, c'était il y a un petit moment, mais on avait des United qui collaient des 8-2 à Arsenal. On avait des matchs de folie qui partaient dans tous les sens. Et même sans parler forcément du nombre de buts et des scores, on avait des Et plus vrais d'intensité. chocs, quoi, avec une qualité technique, avec vraiment deux équipes de niveau Ligue des Champions qui s'affrontaient. Là, on n'a pas du tout vu deux équipes de Ligue des Champions, là, hein. Mais Le niveau technique, c'était dur, hein. quitte à s'écarter du sujet, est-ce que justement, je pense que vous allez être d'accord avec moi, mais le manque de public joue aussi là-dedans. Ah oui, surtout en Angleterre où le public a pas mal d'importance, je pense, dans les matchs. Ça pousse l'équipe, ça pousse un peu tout. Et là, vu qu'il n'y a rien du tout, ils se retrouvent face à eux-mêmes, en fait. Face à eux-mêmes et sans réelle motivation, je vais pas dire ça comme ça, parce que faut être motivé pour pouvoir jouer sur le terrain.
Mais oui, je pense que ça fait un gros manque dans leur tête. Ça joue Niveau plus mental, ça joue plus sur l'engouement autour c'est du ça. match et le fait de voir quelque chose de. Ça rajoute du spectacle, etc. D'avoir le public. Après, sur le niveau technique du match, je pense pas que ça ait une incidence. Les joueurs sont pas forcément plus précis et plus techniques quand les supporters Non, c'est crient sûr. derrière eux. Donc voilà, je m'attendais quand même à mieux de ce Chelsea United, moi. On va rester en Angleterre avec la rencontre entre Leicester et Arsenal. Arsenal qui s'est imposé 3-1. Arsenal qui s'est un petit peu réveillé, enfin, j'ai envie de dire. Arsenal qui est 10e pour l'instant de Première Ligue avec une saison très décevante. Encore Est-ce une. que Arsenal tient cette saison son match référence? Je dirais par référence que le premier but qu'ils prennent, ils doivent jamais le prendre. Ils laissent rentrer Tillmans qui fait une course il fait 40 mètres de course depuis le milieu du terrain. Personne ne sort sur lui. Il rentre dans la surface comme s'il n'y avait personne et puis il tire au but. Il ne faut pas laisser un joueur comme ça, surtout Tillmans qui a une bonne qualité de frappe. Il a un bon pied et personne n'est sorti sur lui. Bon, sur ce match-là, on a vu les deux visages d'Arsenal cette saison. Une saison où des matchs où ils vont jouer rien du tout. Ils vont pas jouer, pas d'envie de jouer, pas d'envie de jeu, tout ça. Et là, sur 40 minutes après le but, ils ont la possession, ils font le jeu. On a vu des belles choses quand même. Ouais, on a après vu des le belles but, choses. Et moi, je trouve que Lacazette leur fait beaucoup de bien au niveau offensif et même niveau dans le jeu. Et il faut continuer à essayer de le mettre titulaire. Ah oui, moi je pense qu'il est indispensable. Ah oui, pour moi, il est Arsenal, indispensable. autant dans le jeu que même dans les statistiques, même si voilà, il fait pas une saison incroyable en termes de statistiques, mais son impact dans le jeu, il est vraiment déterminant pour Arsenal. Après, dire que c'était un match référence, moi je pense pas. Non, moi Parce non plus. que en face, il y avait un Leicester qui est quand même bien malade. Qui est très moyen. Même si voilà, ils sont quand même bien classés, ils sont bien malades en ce moment, ils sont pas bien. Donc Arsenal a été intéressant, voilà, comme tu le dis sur le but. Bon voilà, c'est une erreur de relâchement, mais ils font quand même de belles choses. Il y a un effectif de qualité, mais c'est un peu toujours la même chanson avec Arsenal, c'est-à-dire qu'on les voit faire des choses extraordinaires, et puis on se pose toujours la question, ah ça y est, on a retrouvé Arsenal. On a retrouvé l'Arsenal qui joue et craque les 3 matchs d'après, hop, erreur sur erreur, et on perd des matchs et on repart dans une série noire. Donc ce club est, je pense, très, très agaçant et très frustrant pour ses supporters parce que on peut vivre des choses fantastiques comme tomber dans une crise 2 matchs après. C'est un club tellement irrégulier depuis quelques années et c'est dommage, je trouve, de ne pas réussir à les voir revenir sur le haut sur le haut du classement et voilà, dans les premières places de Première Ligue. Après, j'avais regardé moi le match d'Europa League où ils s'en sortent contre Benfica, le retour. Et justement, je pense que ce match-là, si on pas parlé de match référence, je parlerai plus de ce match-là, retour contre Benfica. Même si dans le jeu, c'était pas incroyable, et mentalement, je pense que ça leur a fait un bien fou parce que derrière, ils vont s'arracher, ils vont arracher leur qualif. On sait que l'Europa League, elle est très importante pour les Gunners cette saison parce que en championnat, il n'y a plus rien à jouer. Donc je pense que mentalement, ça peut leur faire du bien. Après, quand on voit l'effectif, c'est pareil, c'est un peu comme Chelsea. Quand on voit l'effectif, on voit tellement de bons joueurs qu'on se dit comment ils peuvent réussir à être 10e en championnat quand on voit l'effectif d'Arsenal, parce qu'il y a quand même des joueurs de ballon. Arteta fait quand même globalement un plutôt bon boulot, je trouve, depuis qu'il est arrivé. Mais voilà, comme je disais au départ, c'est Arsenal et j'ai l'impression que ce club ne changera jamais. C'est-à-dire que c'est d'une irrégularité incroyable, quoi. On n'est pas prêt de revoir Arsenal dans les premiers rôles de cette Première Ligue. La saison prochaine, en espérant les voir jouer ce qu'il faut qu'ils jouent chaque saison, quoi, un top 4. Tu crois vraiment sur la saison prochaine? C'est compliqué. On y C'est croit tous les compliqué. ans avec Arsenal. Moi, je dirais pas top 4. Moi, je pense que l'ambition d'Arsenal a quand même régressé depuis quelques années. Ils sont plus en mesure là d'aller jouer le titre, d'aller jouer le top 3, je pense. Quand on compare, parce que je disais qu'ils avaient un bel effectif, mais quand on compare quand même avec City, avec Liverpool, même avec un United ou Chelsea, il y a quand même un cran en dessous. Ah oui, il y a un fossé. Il y a quand même un cran en dessous. Mais ils devraient quand même être en mesure de jouer une qualification européenne, ce qui n'est pas le cas cette saison. Un mot sur Leicester. Leicester, tu l'évoquais tout à l'heure, Johan. Leicester bien malade, qui en plus a perdu Harvey Barnes pour 6 semaines. Un des piliers clairement de cette équipe. Leicester, est-ce que Leicester clairement peut couler dans cette fin de saison et peut-être perdre sa place sur le podium? C'est aussi l'absence de Maddison qui leur fait beaucoup de mal, même je pense que même plus que celle d'Harvey Barnes, qui est quand même un jeune très intéressant aussi. Mais l'absence du meneur de jeu, Maddison, qui est un super joueur, leur fait beaucoup de mal. Moi, je pense malheureusement qu'ils vont s'écrouler parce que
c'est vraiment pas facile de maintenir le rythme, sachant que ça va pousser derrière eux. Après, bon, ils peuvent me faire mentir, hein, mais c'est une équipe aussi irrégulière et on les attendait pas là, hein, il faut le dire. Hein. Donc ils font quand même une belle saison aussi. Mais ces équipes-là, quand elles ont des joueurs, qui 2 ou 3 joueurs clés comme Vardy, Maddison, Barnes, tout de suite, quand on en enlève un, ça devient très compliqué pour eux, quoi. C'est clairement le collectif qui prime dans cette équipe. Leicester, pour s'attarder un petit peu sur eux, Leicester, c'est une équipe avec cet effectif-là qui peut, pour vous, potentiellement la saison prochaine, jouer la Ligue des Champions, tenir en Ligue des Champions? Non. Ils l'ont fait il y a combien d'années? Il y a 2 ans? C'est l'année où ils sont champions, donc ça Ouais. doit être il y a 2-3 ans. Ouais. 2-3 ans où ils ont été quand même jusqu'en 8e, il me semble. En 8e, ils se font sortir par Séville. Ouais, de ils ont mémoire. été jusqu'en 8e, mais ils n'ont pas l'effectif pour. Si Vardy n'est pas au top de sa forme, si Maddison n'est pas au top de sa forme, et si l'effectif ne change pas, non, je pense pas qu'il puisse jouer la Ligue des Champions. Qu'il puisse faire quelque chose en Ligue des Champions, en tout cas. Là, actuellement, c'est plus un niveau Europa League à la limite. Ah oui, c'est ça. Et encore, ils se sont Exact. fait Et sortir. même pas, parce que ils sont Et fait encore, et sortir. en plus, ils sont fait sortir Mais par le ouais, ils ont plus un effectif pour montrer quelque chose en Europa League qu'en Ligue des Champions à l'heure C'est actuelle. ça. Pour refermer ce chapitre de Première Ligue, quelle est l'équipe cette saison qui en Première Ligue vous a le plus séduite? Leeds. Bah, Leeds pour Jordan. je lise aussi, hein, je suis Leeds. obligé. Hein, ouais. Parce Leeds, le club de Marcelo Bielsa. Fabien, totalement, Moi, je dirais Aston Villa. Aston Villa, Rémi, Moi, c'était Wolverhampton au tout début. Et puis, ils ont et coulé. maintenant Après, ouais, c'est le jeu de Leeds, justement. Ouais, c'est assez intéressant ce qu'il a on pu peut faire. argumenter un peu ou on n'a pas le temps? Vas-y. Parce que moi, ça tombe bien qu'on en parle parce que ça fait un moment Je sens que tu es amoureux, Johan. ça fait un moment que je voulais en parler de Leeds parce que moi je suis cette équipe et je regarde tous les matchs depuis le début de saison. Voilà, forcément pour l'arrivée de Marcelo Bielsa parce que je trouve ça toujours intéressant de regarder ce qu'il fait. Et vraiment cette équipe elle est à l'image un peu de ce que fait Marcelo Bielsa. On savait que ça allait jouer au foot, mais on les attendait pas aussi bien. C'est quand même un promu, ils arrivent à titiller le top 10 et à un moment on se disait peut-être qu'ils allaient pouvoir chercher plus haut. Ça va quand même être compliqué parce qu'il y a quand même un effectif qui est majoritairement composé de joueurs qui étaient quand même en 2e division la saison dernière. Et il faut quand même, même si on n'a pas énormément l'occasion de parler de lui, quand même tirer un grand coup de chapeau à Marcelo Bielsa parce qu'il arrive à faire quand même des choses exceptionnelles. Et puis c'est surtout le fait que je disais tout à l'heure qu'on s'ennuyait sur les chocs de Première Ligue. Eh ben, quand on regarde Leeds, on s'ennuie pas. On s'ennuie jamais parce que non, mais c'est vrai. Hein, quand on regarde Leeds, on s'ennuie pas. Il y a du football, il y a de l'attaque. Voilà, il y a aussi des buts. Ils prennent des buts. Hein, il y a des erreurs. Voilà, c'est le déséquilibre qu'on connaît tous de Bielsa qui veut ça. Mais au moins, on voit des Au moins, ça choses. joue, On quoi. s'ennuie pas et c'est très enthousiasmant à voir. Donc ouais, c'est clairement coup de cœur cette saison pour moi. un mot sur Aston Villa, Fabien. Moi, j'aime beaucoup leur façon de jouer. Surtout deux, trois petits joueurs. Leurs latéraux sont très bons. Je crois que c'est Matika. Ouais, Matika chez Target. Ouais, Target, ouais, ils sont. Là, ils ont Niveau offensif, défensif, ils sont des très bons petits bons. joueurs, ouais. Grealish, lui, il fait une très bonne saison et j'affectionne beaucoup ce joueur. Watkins aussi. Ouais, Oli Ouais. Watkins, ouais. Oli Watkins Très bon qui fait joueur. une très bonne saison. Bon petit buteur. Et l'ancien de Ligue 1 aussi, Traoré. Oui, L'ancien Traoré, Lyonnais. ouais. Traoré. Il fait une bonne saison, ouais, très ouais. très bonne saison. Au début, c'était un peu poussif, il me semble. Il arrivait pas trop à s'intégrer dans l'effectif, tout ça, mais sur la deuxième partie de saison, il arrive un peu plus Ouais, il est vraiment à intéressant. faire quelque chose. Moi, j'aime beaucoup cette équipe. Ouais, il y a J'aime une belle beaucoup l'avoir joué. Et l'arrivée de Morgan Sanson aussi, on l'a pas trop vu jouer. Non, moi, S'il arrive, bon, je l'ai vu faire que des petites rentrées. On l'a pas encore vu s'intégrer, mais si jamais il Ouais. arrive à se faire une place dans ce milieu, ça va pas être Je pense que ça facile. peut être pas mal. Ouais. Ça peut être intéressant. Ouais. C'est vrai qu'ils font des belles choses à Aston Villa aussi. Et puis il faut que ça fasse plaisir à Fabien qu'il soit pas parti de Marseille pour une mauvaise raison. Ouais, mais écoute, ça fait 20 millions dans nos poches, alors je les prends toujours. Hein. Allez, on va passer à l'actu. L'actu en bref, on va revenir sur tout ce qui s'est passé ces derniers jours dans le monde du football. Et à commencer par cette information, la ministre déléguée au sport, Oksana Maracineanu, a laissé peu d'espoir dimanche que le match entre la France et l'Ukraine fin mars permette un retour du public au Stade de France, comme l'espérait la fédération, avec une jauge à 30% de spectateurs. Je cite: la situation est compliquée. Pour 20 départements, il y aura des couvre-feux sans doute les week-ends. Il y aura des difficultés à exercer une pratique. On ne peut pas parler tout de suite de jauge ou de retour du public dans les stades, a-t-elle déclaré au micro d'Europe 1. L'équipe de France qui va revenir fin mars. J'en profite pour vous donner un rendez-vous. C'est le lundi 29 mars. Rendez-vous dès 19h en direct sur Bordeaux FM pour un football total spécial équipe de France. À 2 mois et demi de l'Euro, on fera l'état des lieux des Bleus.
On va continuer et aller en Allemagne où Schalke 04, dernier du championnat d'Allemagne avec 9 points de retard sur le premier non relégable, a limogé l'intégralité de son encadrement sportif dimanche. Christian Gross est le 4e entraîneur viré cette saison. Sympa, Schalke, cette saison. On est très surpris de ce qui se passe à Ouais, Schalke ouais. surtout. C'est le FC Nantes allemand. C'est-à-dire que ça change Et encore. de Sans coach. Domenech. Et encore. On change de coach toutes les 2 semaines, quoi. Ouais, c'est dur, c'est très très dur, sachant que c'est une équipe quand même assez historique du championnat allemand. Et là, ils vont tout droit vers la deuxième division, quoi. Donc c'est triste. Ouais. C'est triste pour un gros club comme Schalke qui a un passé notamment européen. Descendre pour peut-être mieux remonter, en espérant de les revoir peut-être l'année prochaine remonter en Bundesliga. On va revenir en France. Samedi, environ 300 ultras des Girondins de Bordeaux se sont rassemblés devant une des grilles d'entrée du Matmut Atlantique avant le match entre Bordeaux et Metz pour réclamer la démission du président du club, Frédéric Longuepé. Hérault est parti de Marseille. Pourquoi pas Longuepé ? Ça serait bien que nos chers dirigeants de King Street s'inspirent. Alors on va y aller, de on ce va qu'a fait directement donner McCourt, notre avis, mais- là c'est plus possible. Ouais, il faut qu'ils en aillent. Après, ça date pas d'hier, quoi. Les contestations des ultras, on sait qu'ils font entendre leur voix depuis maintenant un long moment pour la démission de Frédéric Longuepé. Ça serait bien que King Street s'inspire de ce qu'a fait un peu Monsieur McCourt du côté de Marseille. La situation est toujours aussi catastrophique. Il y a toujours autant de problèmes financiers. Le sportif va beaucoup moins bien qu'à l'époque où on disait justement que le sportif pouvait un peu masquer les errances de la direction. Aujourd'hui, le sportif va moins bien. Il n'y a pas de secret. Le club se porte mal à tous les niveaux. Il n'y a rien qui va. C'est une catastrophe totale. Donc on va sûrement réussir à se maintenir en Ligue 1 sportivement, je l'espère. Mais il va falloir du changement. Au bout d'un moment, il va falloir faire table rase et il faut le faire le plus vite possible. C'est tout. Hein. Il n'y a plus que ça à faire, moi, je pense. Un mot sur le match contre Metz, vite fait. Rien à dire. Hein. Gasset a tenté quelque chose. Il a tenté de faire du changement, de mettre des jeunes. Il y a le petit Lacou qui a commencé. Ben Arfa était sur le banc. On s'est dit pendant un petit moment au début qu'il y avait un petit électrochoc. On a mené au score et on est reparti dans les travers de Bordeaux, quoi. Donc rien à dire de particulier. Un mauvais match. Voilà. L'état d'esprit est peut-être un poil mieux, mais on n'attend pas Bordeaux à ce niveau-là, quoi. Bordeaux qui, à mon avis, on en a encore pour un moment avec cette situation-là. On sait qu'en interne, c'est très compliqué aussi entre les joueurs. On va rester en Ligue 1. Dimanche, Monaco s'est imposé face à Brest 2-0 grâce à 2 réalisations signées Stéphane Jovetic et Kevin Volland. Ce succès qui lui permet de rester au contact du podium et même d'être à 1 point de Lyon, 2 du Paris Saint-Germain et 4 de Lille. Je sais qu'il y a des amoureux du jeu de Monaco dans cette équipe. Vous voulez y aller ? Non, vas-y. Allez. Mais moi j'aime bien ce qu'ils font. C'était pas flamboyant contre Brest ce week-end. Ils ont quand même réussi à gagner grâce au coaching de Kovac parce que c'est plutôt à lui, moi je pense que j'attribue le mérite entre guillemets de cette victoire parce que il fait un boulot incroyable. Il avait dit il fallait 6 mois pour qu'on le juge. 6 mois après, Monaco a enchaîné une série incroyable et aujourd'hui se retrouve à jouer le titre. C'est bien ce qu'ils font. Des 4 de devant, c'est eux qui ont la meilleure dynamique. Ils ont des bons jeunes, ils ont un effectif assez intéressant. Donc franchement c'est bien, même si je les vois quand même un peu juste pour pouvoir aller chercher le titre. J'aimerais qu'ils me fassent mentir et qu'ils créent la surprise, hein, ça serait beau. Mais je pense qu'ils sont quand même un peu justes, mais leur saison est bien. Et moi, ce qui m'enthousiasme et ce qui m'amène à me poser des questions, c'est plus sur l'après. C'est-à-dire une fois qu'on a fait cette saison, on a des bons jeunes, on a développé des jeunes, notamment au milieu avec Tchouaméni, avec Fofana. Il y a eu un bon recrutement avec Volland, il y a des choses qui marchent, on a réintégré Golovin, etc. Maintenant, est-ce que Monaco va retomber dans les travers un peu des saisons d'avant, à faire un peu ce trading, de vendre des joueurs, de les acheter, de leur faire prendre de la valeur, de les vendre? Ou alors est-ce que, ça y est, on va enfin voir un vrai projet à Monaco? C'est ça qui m'interroge un peu plus. J'espère que c'est la deuxième solution et qu'ils vont construire avec ce qu'ils ont parce qu'il y a quelque chose à faire. On va faire la même chose qu'en Angleterre, très vite en Ligue 1. Qui pour vous sera champion? Paris pour Jordan. Moi, j'aimerais croire toujours en Lille. On va voir ce qu'ils peuvent Lille. faire. Johan. J'ai envie de tenter Lyon, moi, tiens. Lyon. Ouais. Rémi. Moi, je vois Paris quand même arracher le titre. Ouais. Et toi, Vincent, parce que tu poses la question, mais tu réponds Ouais, c'est jamais. vrai, d'ailleurs. Alors honnêtement, au vu du jeu, j'aimerais bien que ça soit Monaco. Mais je pense rationnellement que ce sera Lille.
Ah oui. D'accord, Au moins, on est d'accord c'est tous les deux. divisé, hein, c'est divisé. Mm. hein. C'est compliqué. Hein. Il y a des confrontations directes qui vont être décisives, clairement. Ouais. Lille qui va affronter Marseille, Marseille, mercredi soir. Et Monaco, dans 2 semaines. Ouais, aussi. C'est ces Ils vont rencontres-là tous- qui ils vont être tous- Ils vont déterminantes. tous s'affronter et ça va être déterminant. Moi, Et- je rêve intérieurement d'un multiplex de Ligue 1 où ça sonne dans tous les Oui. sens. Ah Comme, bah, les, c'est comme les même bonnes pas vieilles qui années sera- de Ligue 1. c'est là. ça. Ouais. Une, C'est ça. une Je vois 38e lesquels tu journée, parles, là. une 38e journée avec 3 voire 4 équipes qui Ouais, c'est peuvent ça. remporter le titre, ça Ouais. serait quand même Ça serait exceptionnel. pas mal. Bah, ouais. le- Sachant qu'on sort quand même des saisons là où c'est voilà Paris a plié le Où il y a- championnat à ouais, la c'est ça. mi-saison, donc ça fait quand même du bien À moindre d'avoir. échelle, ça me rappelle un petit peu, il y a 2 ans, je crois, le multiplex de Ligue 2 où 6 équipes étaient en Ouais. 2 points. Ouais. Ça partait dans tous les sens. C'est ça aussi. C'est pour ça qu'on aime le foot aussi. Voilà, hein. c'est pour ça Exact. qu'on aime le foot. On va aller en Espagne. Eden Hazard et Karim Benzema vont mieux. Déclaration de l'entraîneur du Real Madrid, Zinedine Zidane, mais reste encore indisponible. L'infirmerie est encore remplie du côté du Real, avec notamment, en plus du français et du belge, Sergio Ramos, Dani Carvajal ou encore Eder Militao, qui sont toujours indisponibles. Le Real Madrid qui joue ce soir face à la Real Sociedad à 21h. Le Real qui commence à remonter un petit peu. C'est un petit peu mieux qu'en début de saison, mais c'est pas encore ça. C'est très poussif quand on voit le match qu'ils font contre l'Atalanta à Ouais. 10 contre 11 pendant 70 minutes. C'est très poussif. Et que ce soit surtout Ferland Mendy qui marque le but, qui arrache la victoire de Madrid. La compo déjà de Zidane qu'il a mis, j'ai pas compris. Il n'y avait aucun buteur. Il y a Mariano sur le banc, même si Mariano n'est pas le meilleur buteur de Liga. Mais le Isco qui n'a pas joué un match titulaire depuis des lustres, qui est titulaire. C'est pas un mauvais joueur, mais c'est pas non plus. Après, ouais, Zidane, il fait un peu avec ce qu'il a, j'ai envie de Ah dire, oui, c'est parce sûr. que Bah, l'effectif du Real, quand même, Bah là, il est pas. bah, il est décimé quoi. Là, il est- en soi. Ouais, et puis voilà, c'est ça, c'est quand tu vois que tu commences à avoir 2 ou 3 joueurs blessés, C'est que ça. surtout Benzema, Mais ça c'est des, fait c'est très, des très mal. cadres. Derrière, les remplaçants sont pas au niveau, je trouve. Ah non, bah Isco il est pas au niveau. Tout le reste non plus. Hein. Donc voilà, c'est vrai que contre l'Atalanta, c'était pas fameux. hein. Ah, c'était très poussif. Hein, Le c'était- match en règle générale était ennuyeux. hein. Ah ouais, j'ai regardé le match, c'était pas du tout C'était pas terrible. Ah non. Lille en Europa League, c'est fini. Les Lillois se sont inclinés face à l'Ajax Amsterdam jeudi soir en 16e de finale. On retiendra le non-match des Lillois à l'aller, Quel dommage. mais aussi l'arbitrage très discutable du match retour. Ouais, c'est sûr que on peut en parler de l'arbitrage. Après, moi, je vais surtout retenir le match aller de Lille, quand même. Quel dommage. Quand on Il y a voit, des- il y a des regrets. hein. quand Ouais, on voit la beaucoup. double confrontation, quand même. Et je me demande aussi les choix de Galtier sur le retour. C'est-à-dire qu'il avait Benjamin André qui était revenu. Il a fait le choix de mettre une équipe un peu bis sur le retour en disant que voilà, on avait clairement compris que la priorité, c'était devenu le championnat. Je trouve vraiment ça dommage. Franchement, ça m'a un peu frustré quand même quand on voit la double confrontation, quand on voit le match aller de Lille où l'Ajax avait vraiment dominé. C'est vraiment dommage quand on s'en sort avec des regrets, comme tu disais Vincent, parce qu'il y avait moyen de faire mieux. Il y avait vraiment moyen de faire mieux. Après l'arbitrage, oui, c'est sûr qu'on peut en parler parce que sur le retour, c'était quand même assez scandaleux. Et quand il y a des deux gens pénaltys qui sont bien oubliés, bien évidents pourtant. Voilà, moi, j'aime pas parler de l'arbitrage, mais quand on dit souvent que voilà, il y a une équipe, souvent la plus grosse équipe, celle qui a le plus de poids historique, etc., qui est avantagée, c'est pas forcément faux parfois, peut-être. Bah, ça a été le cas clairement dans ce match. On revient en France. Depuis ce matin, le Stade Rennais n'a plus d'entraîneur. En effet, Julien Stéphan a démissionné de son poste suite à la série de 7 matchs sans victoire de son équipe. Le désormais ex-coach du Stade Rennais restera comme celui qui a amené le club en 8e de finale de Ligue Europa et à la victoire en Coupe de France en 2019, mais surtout en Ligue des Champions cette saison. Selon les dernières informations, Rennes aurait discuté avec Bruno Genesio, Jocelyn Gourvenec et on parle aussi de Lucien Favre. En sachant qu'ils vont enchaîner Lyon et Marseille dans la foulée. Mm. C'est peut-être pas le bon timing. C'est l'adjoint de pour, Julien Stéphan qui va assurer l'intérim. Oui, mais voilà, ça va être du bricolage. Ça va être compliqué en vrai. Et c'est surtout. Là, ils sont 9e. Ils n'ont pas de match d'avance. Il va falloir gratter des points en fin de saison si on veut essayer de gratter l'Europe. Sinon, ça va être compliqué. Si, ils ont un match en ils retard, ont un Rennes match en retard contre Marseille. Marseille. Ouais. Ah oui, exact. Mais ça va être dur. Hein. Et puis surtout, quand j'entends les noms que tu cites pour succéder à Stéphane, à quoi bon, quoi. C'est-à-dire aller chercher Lucien Favre, pourquoi pas. Courvenec ou Genesio. Ah Non, bah, c'est- honnêtement, hein, je pense que Sans la piste, intérêt. Hein. la piste, entre guillemets, la plus sérieuse, celle que je vois venir, je pense que ça va être Gourvenec. hein. Ouais, mais c'est sans intérêt. Ancien joueur du club, Franchement, je le vois venir d'ici. hein. Pour moi, c'est sans intérêt. Tu peux pas aller chercher quelqu'un. Enfin, je vais pas critiquer Gourvenec parce c'est un bon entraîneur, mais pour Rennes,
À un Guingamp, bon oui, entraîneur, à oui. À Guingamp, À oui, Guingamp, quand il est oui, passé non, mais à c'est ce Bordeaux, que je dis. c'était... À Guingamp, voilà. c'était C'est sympa. ce que ouais. je dis, c'est un bon entraîneur, mais pas pour Rennes. Oui, c'est Rennes, ça, il a besoin clairement. de quelqu'un qui s'affirme, qui a besoin de, je vais pas dire le mot, porter ses Oui, balls, on quoi, a mais compris, on a compris. Mais il faut ouais. quelqu'un qui soit là, quoi, pour l'effectif, pour le club, pour. Bah après, Rennes Pour n'a porter jamais Rennes. été un grand club, hein. Le seul visage positif qu'on a vu de Rennes, c'est sous les ordres de Stéphane. Donc, à voir avec un autre. Moi, ça m'agace vraiment quand il y a un changement d'entraîneur, de toujours entendre les mêmes noms dans les rumeurs. Les Gourvenec, les Genesio, les René Girard. Et les j'ai envie de dire, Antonetti, heureusement que Pascal Duprat a un club. les Duprat, voilà, j'en ai marre. Allez chercher des coachs étrangers. Pourquoi pas tenter des choses? On a vu des coachs étrangers réussir en Ligue 1. Par exemple, quand Nantes va chercher Conceição, voilà, il y a des choses à faire avec les coachs étrangers, amener des nouvelles idées, etc. Et Voilà, puis ce quoi. que fait Kovac à Monaco, hein, c'est pareil. Hein, Puis Paris, ils l'ont compris un peu. Ils ont été chercher après Laurent Blanc, ils ont été chercher des entraîneurs étrangers. Ouais, Emery, Tourelle, Voilà, donc, même je avant pense- Laurent Blanc, hein, Carlo Ancelotti Oui. par exemple. Mais je pense qu'il faut être peut-être plus ouvert d'esprit pour certains clubs et aller chercher des entraîneurs étrangers pour que ça apporte déjà un peu plus de peps en Ligue 1. C'est peut-être pour ça que la Ligue 1 est très pauvre niveau. En Ligue 1, on a du mal à aller chercher Ah ouais. des entraîneurs Bah étrangers. oui, parce Ouais, qu'il y a parce que- beaucoup de copinage, il y a beaucoup de relations entre les journalistes, entre les entraîneurs. Les agents. Le monde du football français, voilà, est très très renfermé sur lui-même, ce qui fait qu'on se retrouve souvent avec voilà, des coachs qui prennent plusieurs clubs de Ligue 1. Comboiré, il a pratiquement fait tout le tableau de la Ligue 1. Oui, c'est ça. Il a pas fait Bordeaux encore. Ouais, ben, Non, mais ça va arriver, ça va arriver. Dieu merci. Après Nantes, il viendra à Bordeaux, vous inquiétez pas. On va terminer ces brèves d'actu avec un chapitre judiciaire à lundi noir pour le Barça. La police catalane a mené ce matin une opération au siège du club catalan à 6 jours des élections pour la présidence du club. Une opération ciblant l'ancien président démissionnaire Josep Maria Bartomeu qui a été arrêté ce matin, mais pas seulement, puisque Oscar Gros, l'ancien directeur général du Barça, et Roman Gomez Ponti, chef des services juridiques, ont également été interpellés dans le cadre de cette opération de police. Pour rappel, Bartomeu est accusé d'avoir attaqué ses opposants via des faux comptes sur les réseaux sociaux. Un contrat avec la société de communication L3 Ventures avait notamment été évoqué à l'époque. Parmi les opposants, des joueurs actuels comme Lionel Messi ou Gérard Piqué, et d'anciens joueurs comme Xavi ou Carles Puyol étaient notamment critiqués par ces comptes. Le Barça, il n'y a plus rien qui nous étonne dans ces affaires-là. rien à dire de particulier Ah, là-dessus. c'est hein. une affaire judiciaire. On va laisser la justice parlons de faire son football. travail. Eh bien, parlons de football. Jordan, ça va être à toi maintenant. Allez, Le quiz de Jordan. tu mets à ma place. Fabienne. Oui, si tu veux. Allez, on s'organise. On est en direct. Hein. Petit changement de place. Alors aujourd'hui, je vais vous demander le score de la finale entre le Real et Liverpool en 2017, s'il vous plaît, ainsi que la composition d'équipe de Liverpool, bien sûr. Ah, le score plus la Johan, compo le de- score Tu l'as La finale de LDC, c'est celle où Bale il met le retourné incroyable là. Exactement. Je sais plus, franchement, j'ai même plus le score. Moi. Vincent 3-1 Madrid. 3-1, ouais, j'aurais dit. Ouais, Ouais, Madrid, c'est ce les que j'allais buteurs. dire. J'avais 3-1. mais j'ai pas dit. Bale, il doit y avoir Ronaldo. Pour Ah, Liverpool, c'est Mané. Benzema, non Et Sur la Ah, boulette de Karius. Karius. C'est Oui, sur Benzema la qui C'est marque. ça. C'est ça. Ah, Benzema, ouais. Et du coup, la composition d'équipe de Liverpool Bah, le gardien, il doit y avoir Karius. Hein. Karius. Exactement. Les défenseurs, ça doit être C'est Robertson. déjà Arnold Robertson. Oui. Ouais. Van Défense Dijk. centrale, Van Dijk et Matip. Matip. Non. Lovren. Ah, Lovren. Lovren. C'est exact. Ouais. Au milieu, il doit y avoir Milner. Milner. Anderson. Anderson, ouais. Vinaldoum. Ouais, ok, Et on devant, est ça là. doit être Salah, Mané, Salah, Firmino. Mané, Firmino. Parce que Salah Exactement. sort sur blessure. Ouais. Exactement. bonne. Le Mawashigeri de Sergio Ramos. Sergio Ramos. Ouais. Ok, maintenant Rémi, Oula. je vais te demander le top 5 des buteurs de la Ligue des Champions à ce jour. Cette saison ou sur toute la Ligue des all Champions time. L'histoire de la Ligue des Champions. Ouh, c'est dur, ça. Ronaldo, Ok, Messi, Ouais. Lewandowski, ok. Benzema, Benzema 5e, Ah, il y a un j'avais dit 4e Benzema. avant. 4e, Moi, je l'ai. Ibra. Raoul. Raoul. Ah, Raoul. Bonne ah, réponse. C'est vrai, j'avais oublié Raoul. Et pour ce dernier jeu, Pas facile, hein. je vais vous demander les buteurs du match de poule Bayern Munich, Paris Saint-Germain du 5 décembre 2017. Neymar. Non, Non. Mbappé. Ah, c'est Mbappé. Mbappé, Doublé de Tolisso. ok. Ah, bien joué. Et on va tenter Lewandowski. Et Lewandowski, bien joué Vincent. Ouais.
Du coup, score final 3-1 pour le Bayern. C'est pas ce match où. Ah non, moi je confonds avec celui au parc où Mbappé tombé met à la la barre. misère à la bas et derrière Mm. c'est Neymar qui marque. Ouais. J'ai confondu. Bien joué. Je l'avais le classement entier des buteurs de la Ligue des Champions. Oh. Allez, merci Jordan. On va passer à la dernière séquence de cette émission. C'est la séquence des pronostics. On va faire un point sur ce qui s'est passé la semaine dernière. Alors, comment vous dire ? Jordan, la semaine dernière, il y a 15 jours, je t'avais dit que tu avais fait 0 pointé. Exactement. Bah, t'as refait la même. Hein. Oh là là, aïe, 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 aïe. Rémi rigole pas trop, t'as fait pareil. Allez. Aïe, 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 aïe. Johan, 2 points. Fabian, 3 points. On s'en Donc, au remet. classement général, Fabian décolle, 7 points. Johan, 5. Rémi, 3. Jordan, 1. En vrai- Faut te refaire, Jordan. Là. Je suis pas Fanny au moins. Non, mais en vrai, je devrais prendre exemple sur les pronos que je vous donne parce que je perds tout au pari sportif, mais je prends jamais ce que je vous donne. Alors, il y a 15 jours, Jordan nous avait dit qu'il était cohérent, qu'il se plantait ici, il se plantait sur les paris Ah, sportifs. moi, c'est pas cohérent du tout. Hein. Moi, je gagne tout ici, mais mon argent, il est dans le rouge. Essaye en de paris faire les sportif. mêmes. Ouais, je vais essayer. Allez, on va commencer avec le match qui commence dans une heure. 25e journée de Liga, le match entre le Real Madrid et la Real Sociedad. Jordan, Real Madrid. Fabien, Match nul. Johan, Real Sociedad. J'hésite avec la Real Sociedad, mais je préfère voir un match nul. Bah, je les vois bien, moi, quand même. Ils font une bonne Ouais, saison. avec leur petit buteur suédois là, Ouais. Isaac et Il y a Oyarzabal qui font Oyarzabal et une, tout, une hein. saison énorme. Real à moindrie, des Ouais, absents. c'est vrai, ouais. Moi, je pense qu'ils vont le faire. Moi. Rémi. Moi, je mise un nul. On peut Non, pas je vais faire quand même faire comme confiance dans... au Real. On peut pas faire comme Ouais. dans les paris, Non, on Real fait pas Sociedad nul ou au deux, nul. non, ça non, c'est non. Ah, dommage. Tu m'as dit Sociedad. Hein. Madrid. Madrid. Demain, quart de finale de la Coupe d'Allemagne. Match au sommet entre le Borussia Mönchengladbach et le Borussia Dortmund. Fabien, Dortmund. Dortmund, il faut pas se poser de questions avec l'état de forme de Mönchengladbach. Johan, Je vais mettre Dortmund aussi. Rémi, Dortmund aussi. Jordan. Match nul. Mercredi, 28e journée de Ligue 1, match entre l'Olympique lyonnais et le Stade rennais. Fabien, Lyon. Pour se relancer un peu. Lyon aussi. Lyon aussi pour Johan. Jordan, Lyon aussi. Lyon Ouais, aussi. ça sera Lyon aussi. Hein. Lyon aussi. Et Rémi. Ouais, Lyon aussi. Je pense qu'il n'y aura pas de surprise. Le même soir, 21h, cette fois-ci, match entre Lille et Marseille. Fabien, tu vas répondre en dernier parce que je te vois, donc tu vas répondre en dernier. Rémi, Je vais tenter le match nul. Johan, Nul aussi. Jordan, Lille. Fabien. C'est la peine de me poser la question ou pas? Oh bah vas-y, dis-le quand même Bah, pour les Marseille. auditeurs. On est à la radio, faut que ça s'entende. Bah, Marseille, comme dame. Même Bon. si je Un peut-être point en je vais moins. perdre, mais Jeudi soir, 29e journée de Première Ligue, match entre Liverpool et Chelsea. Ouh, Ouh, c'est je coton vois des ça. mines Ouais. d'hésitation. Ouais, ouais, Je vois ouais, des ouais. mines d'hésitation, elles sont belles celles-là. C'est pas facile. Hein. Là, c'est pas facile. Moi, je vais jouer Johan. Liverpool quand même. Liverpool. Très bien, Johan. Jordan, Chelsea. Fabien, Moi, je suis Johan Liverpool. Rémi. Moi, je joue Chelsea. Ouh, c'est partagé là. Ouais. Et alors, on l'a pas évoqué dans cette émission, mais quand même, il faut parler de ce qui va se passer en Ligue des Champions. Mercredi 10 mars, 21h, au Parc des Princes, le Paris Saint-Germain qui reçoit Barcelone en 8e de finale retour de Ligue des Champions. 4-1 pour le Paris Saint-Germain au Camp Nou à l'aller, on le rappelle. Qui l'emporte sur ce match? Pas qui se qualifie, Ouais, qui qui remporte ce l'emporte, match. oui. Le Barça peut gagner, Paris peut quand même se qualifier. Ouais, moi, je dirais le Barça. Le Barça pour Fabien. Moi, je vais dire Paris avec beaucoup d'optimisme. Ouais, moi aussi, je vais donner Paris en patron. Moi. Rémi. Moi, je vais tenter le match nul entre les deux. Un match nul de Rémi. Ouais. Voilà, on arrive à la fin de cette émission. Merci beaucoup à tous les 4 d'avoir été là. Merci à vous. Merci À tous. à vous de nous avoir suivis. On va se retrouver dans 15 jours, de 19h à 20h, lundi 15 mars. Très bonne soirée à tous sur Bordeaux FM. Salut.